un petit rappel historique. On va nous parler de la crise de 2008 comme si elle arrivait de nulle part. Non, la crise de 2008, elle n'arrive pas de nulle part. La crise de 2008, c'est 30 ans de néolibéralisme. C'est 30 ans de dérégulation de toute l'économie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les années 70-80, et Margaret Thatcher, elle arrive à la Chambre des Lords, House of Lords, et puis elle leur dit « il faut lire Hayek ». Hein, alors on entend tout le temps parler de Milton Friedman. Mais il est mauvais, Milton Friedman. C'est Hayek le vrai. Le bel ennemi, c'est Hayek. L'intelligent, c'est Hayek. Et ça, les libéraux, ils l'ont bien compris. Peu, d'ailleurs, se revendiquent de Milton Friedman. Hayek, c'est un vrai intellectuel, politique, sociologue, économiste, philosophe, la totale. Le gars, il a labouré tous les espaces de la science sociale pour arriver à montrer ce qu'il voulait montrer. C'est-à-dire, c'est pas un libertarien, hein. Il veut quand même des impôts, il veut une police, etc. Mais enfin, il veut le moins d'État possible. Et n'importe quelle intervention politique dans l'économie biaise le cours normal du développement économique. Et dans ses propres mots, un jour ou l'autre, on le paiera. Donc vraiment, c'est idéologiquement, c'est-à-dire vous intervenez, c'est le début de la dictature, et en plus, vous vous taperez une crise plus tard. D'accord ? Donc, Margaret Thatcher, elle dit à la Chambre des Lords, lisez Droit, législation et liberté de Frédéric Van Hayek. C'est 3 tomes. Après, Frédéric Van Hayek, il a eu il est mort d'ailleurs à la fin de sa vie. Il a écrit un bouquin qui s'appelait La route de la servitude, parce qu'il comptait organiser un grand colloque en invitant les marxistes. Parce que par contre, il voulait discuter. Hein. Frédéric Van Hayek, c'était quelqu'un qui voulait discuter. Bon, il n'a pas pu l'organiser, il est mort auparavant. Et donc, à l'université, on appelle cette période aussi la revanche de Hayek sur Keynes. Parce que l'après-guerre, c'est une période de décollage économique et c'est une période où vous verrez hein, la part des salaires dans le PIB, etc., était plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Que nous dit Hayek? Hayek et Thatcher, ils nous disent, s'il vous plaît, baissez les salaires, enlevez toutes les normes sociales, enlevez les SMIC, enlevez tout ce qui peut être des planchers à la baisse des salaires, puisque de toutes les manières, quand vous faites ça, eh bien, vous empêchez l'augmentation des profits, vous empêchez l'investissement, vous empêchez l'emploi, et donc, ce n'est pas le cours régulier de l'économie. Laissez le marché décider du niveau du salaire. C'est une grande révolution, hein, parce que Hayek considérait qu'il n'y avait pas de marché du travail. Keynes considérait qu'il n'y avait pas de marché du travail. Hayek nous dit « laissez faire la loi de l'offre et de la demande ». Moi, personnellement, j'ai tendance à aller plutôt du côté de Keynes. J'ai pas encore vu, je peux voir le marché de la patate. Hein. Je vais à Rungis, je vois le marché de la tomate, je vois le marché de la patate, du chou, du poisson, etc. Le marché du travail, je ne l'ai pas croisé encore. Hein, moi, je connais une demande d'emploi de la part des entreprises, l'offre d'emploi. Je n'ai jamais vu un salarié qui allait discuter son salaire ou marchander son salaire pour dire « bah non, moi, finalement, je préférais ». Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une relation d'asymétrie sur le marché du travail, et cette relation d'asymétrie, elle a été tout à fait comprise dès le début aussi par Smith. Hein, Smith nous dit pas de marché du travail non plus. Donc Keynes, donc Hayek, c'est le retour vraiment de l'orthodoxie, si je puis dire, mais de l'orthodoxie intelligente. Et puis, dans les années 70, 80, etc., on a aussi cette fameuse phrase de Schmitt, hein, que je vous ai déjà présentée un tout petit peu auparavant, que les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. 30 ans, qu'est-ce qu'on a vu en 30 ans avec la baisse des salaires, la hausse des profits? On verra que finalement, l'investissement n'a pas augmenté comme on le souhaitait. On a vu l'apparition du chômage de masse, on a vu l'apparition de grandes inégalités, etc. Donc, le théorème de Schmitt, excusez-moi, pas vraiment. D'accord? Et on verra. Comment ça s'est traduit tout ça dans les années 70-80? Eh bien, allez demander à nos collègues syndicalistes en Angleterre, ils ont pris cher. Hein. Il y a même des syndicats qui ont été interdits. On a fait de la modération salariale, puisqu'on a dit il faut serrer la ceinture aujourd'hui et vous verrez, demain, ça ira beaucoup mieux. Avant, c'est serrer la ceinture, je n'ai pas l'impression que ça aille beaucoup, beaucoup mieux. On a dérégulé les marchés des capitaux et les marchés du travail, entre guillemets marché du travail, puisque vous avez bien compris que j'y croyais pas vraiment, et on verra qu'il y a une déconnexion entre ce qui se passe chez les propriétaires de capitaux et les profits créés, où vont-ils? Ils vont sur les marchés financiers. Hein. On parlera de ça un petit peu après, juste pour vous donner une idée. Société Générale, le département de banque d'investissement de la Société Générale en 2007, il faisait 57% de retour sur equity. Donc, il a un taux de profit de 57%. Quoi. On travaille tous dans des boîtes, enfin moi je travaille pour la CES, mais
pour ceux qui sont employés dans des boîtes, 57% de taux de profit, vous ne le voyez pas. Donc il va falloir trouver une solution, parce que si je suis un investisseur et qu'on me dit « mais oh, vous investissez à 3% dans une boîte normale, vous investissez à 57% sur les marchés financiers », franchement, il faudrait un peu être bête pour ne pas le faire. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Pour éviter que ça se passe comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu le chômage de masse. Et je voudrais juste aussi vous signaler que récemment, la Banque Centrale Européenne a fait des études un petit peu plus approfondies sur ce qui se passait sur le marché du travail, sur les marchés du travail en Europe. Et puis finalement, elle a trouvé qu'il y avait un taux de chômage de 18%. D'accord? Donc on n'est pas aux 9%. Parce qu'entre tous les temps partiels subis, entre tout ce genre de choses, tout ce qui n'est pas un emploi à plein temps désiré, eh bien elle l'a calculé et on arrive à 18% de tous les salariés européens qui n'ont pas un travail qui les satisfait. Les inégalités ont augmenté, ce n'est pas une grande nouvelle, sauf que nous on considère, et vous le verrez puisque c'est ma présentation, que c'est une cause fondamentale de la crise avec la dérégulation financière, mais que l'OCDE, le FMI, etc., ils viennent juste de s'en rendre compte. Hein. Grosso modo, ils s'en rendent compte depuis 2012. Mais eux, ils vous parlent des inégalités comme les conséquences de l'austérité. Moi, je vous parle des inégalités comme la cause de la crise. Et donc l'austérité comme la continuation d'une logique libérale mise en place depuis 30 ans. Et puis, du coup, politiquement, et plus globalement, plus d'intervention dans la sphère économique. Hein. Plus de salaire minimum, enfin ça c'est le rêve, c'est le rêve des libéraux. Ce serait plus de salaire minimum, plus de sécu, payez-vous votre sécu, etc. D'accord? Donc ça, c'est le monde dans lequel on est depuis 30 ans.